Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première leçon de votre série essentielle en anglais, votre chemin vers la fluidité. Dans la leçon introductive, nous parlions de se fixer des objectifs. Nous parlions de l'état d'esprit même dans lequel il faut être et de quelques habitudes pratiques qui vous aideront à atteindre l'objectif de fluidité en anglais. Alors, dans cette toute première leçon, nous nous embarquons dans une aventure vraiment passionnante. Today, we are talking about the sentence. Nous parlons de la phrase. La phrase, c'est le départ. Hein. Je veux dire, la phrase, c'est le tout, quoi. C'est ça, la fluidité. Alors, lorsqu'on veut devenir fluide, c'est-à-dire qu'on veut être capable de former des phrases qui, n'est-ce pas, font sens. On veut être capable de les articuler. On veut être capable, n'est-ce pas, de parler, d'utiliser ces phrases pour communiquer. C'est donc pour ça que, dans la leçon d'aujourd'hui, nous parlons de la phrase « the sentence ». Le but donc étant, comme je l'ai dit, d'aller sur de très bonnes bases et de savoir, n'est-ce pas, quels sont les différents éléments qui constituent une phrase correcte en anglais. Et les éléments de base d'une phrase, nous les connaissons déjà depuis le français. Nous avons subject, verb and object. C'est vrai, on peut avoir des phrases qui n'ont pas d'objet, mais puisque nous voulons aborder, n'est-ce pas, pleinement le concept de la phrase, c'est pour ça que nous parlons donc des trois éléments. Et lorsque nous abordons le sujet, par exemple, c'est dire que nous parlons des différents éléments, n'est-ce pas, qui peuvent être inclus dans le sujet en anglais. Parlons des verbes. Nous allons bien évidemment parler des verbes les plus utilisés en anglais. J'ai fait une liste de 15 verbes les plus utilisés en anglais. Ne manquez vraiment pas ces verbes. C'est, n'est-ce pas, une ressource très intéressante qui va vous aider à exprimer pas mal d'actions et de sentiments aussi en anglais. Donc, à côté de ça aussi, nous avons la notion de conjugaison, hein? Verb tenses. Et c'est également pareil avec l'objet, ça serait un peu comme le sujet, c'est-à-dire les éléments qui constituent l'objet. En français, par exemple, on pourra dire « nous voulons ceci pour nous ». Nous voulons ceci pour nous. On a « nous » au sujet, « nous voulons », et on a encore « nous » dans la forme, dans l'objet. Or, en anglais, ça ne sera pas le cas. Parlons donc de tout ceci, ça rentre donc dans the syntax of English. La syntaxe, the syntax, c'est-à-dire comment est-ce qu'on agence les mots pour voilà, qu'ils fassent sens. Alors, nous commençons donc par le sujet. Le sujet, c'est l'élément, n'est-ce pas? C'est la base, c'est le départ lorsque nous parlons donc de phrases. Alors, dans un sujet, donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir soit un noun ou alors un pronoun. On peut avoir un proper ou bien common noun, proper, qui veut dire proper noun, qui veut dire nom propre, tel que Peter, par exemple. Et nous avons donc common noun, les noms communs, common nouns. Et on peut donc avoir mother, niece, father. Lorsque nous parlons de ces mots qui constituent, n'est-ce pas, le sujet, ces noms, les noms communs, common nouns, ils sont rarement, sinon jamais, utilisés tout seuls pour former un sujet. On aura soit un article qui va les accompagner, un article, ou alors on peut avoir un possessive adjective. Par exemple, lorsqu'on veut exprimer la possession, tel que my possessive adjective, pour dire ma mère, je dirais donc my mother, mother, the, my mother. On peut également avoir his, hein, c'est également un possessive adjective qui veut dire ça, ou her, qui veut dire son. Pourquoi est-ce que ça m'amuse ici? En fait, c'est parce que les significations que je viens de donner à his et her sont contextuelles, n'est-ce pas, par rapport au nom qu'ils accompagnent. Contrairement au français, où, avec les adjectifs possessifs, on dira par exemple « ça » devant tous les noms féminins. Ce n'est pas le cas en anglais. En anglais, donc, on fait plutôt attention à l'instance qui possède. Donc, si je parle de sa voiture, de sa maison, ainsi de suite, selon que c'est une femme qui les possède, ou bien que c'est un homme qui les possède, c'est là que va s'opérer le choix entre his et her. Lorsque la personne qui possède est masculine, on va dire his. Donc quand je dis his nice niece, nice veut dire gentil,
ou sympa. Et niece veut dire nièce. Hein? Ça, ce sont des bonnes expressions pour un peu pratiquer votre prononciation. Hein? Vous habituez déjà à avoir la bouche qui va un peu dans tous les sens. His nice niece. His nice niece. His nice niece. Nice niece, nice niece. C'est de dire ça 10 fois. Donc, ça veut dire sa nièce gentille, sa nièce sympa. On voit donc que là, la personne dont on est en train de parler de la nièce, cette personne, ça sera un homme. Donc, si je dis his nice niece, je suis en train de parler peut-être de Boris, ou bien de Johnson, de Peter, ainsi de suite. Mais si je parle de Marie et je parle de son père, je dirais her handsome father. Pour ceux qui sont habitués à écouter des anglophones, essayer de parler le français, vous allez voir qu'ils font souvent des erreurs en disant des choses telles que sa père, son mère, ainsi de suite. Ce qui justifie ces erreurs, c'est parce qu'ils ont la syntaxe anglaise en tête. Si par exemple il est en train de parler de Marie, hein, il sait que Marie c'est une fille, donc il va dire sa père. Parce que pour lui, l'adjectif possessif est fonction de la personne qui possède. Et c'est donc pour ça que les francophones font également cette erreur en anglais. Donc, très attention, nous parlons de syntaxe. Voici des éléments, n'est-ce pas, cruciaux lorsque nous parlons de la syntaxe en anglais. Et maintenant, avant de quitter d'ici, je vais donc parler des adjectifs également. On a ici nice, qui veut, comme je l'ai dit, dire gentil. Et nous avons handsome, qui veut dire beau, dans la dernière phrase, dans la dernière expression. Beau, un peu comme quelqu'un à l'écran actuellement. En anglais, on va voir que les adjectifs sont toujours antéposés. Hein? Je voulais juste utiliser le mot antéposé. Je sais que beaucoup ne vont pas savoir ce que ça veut dire. Je m'en souviens depuis la classe de terminale. Les gros mots, le français et tout, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, antéposé veut simplement dire que l'adjectif se place toujours devant le nom. Toujours devant le nom. En anglais, l'adjectif est toujours devant le nom. Contrairement au français, où on peut avoir donc des adjectifs devant le nom ou bien derrière le nom. Je peux dire un homme beau ou bien un bel homme. Mais en anglais, donc, ça sera toujours avant. On dira toujours a handsome father. On ne peut pas avoir quelque chose comme a father handsome. Non. Donc, voilà donc quelques éléments à retenir pour ce qui est, n'est-ce pas, du sujet avec proper ou alors common nouns. Et à côté de ça, on a également personal pronouns. Là, c'est un peu plus facile. Vous n'avez qu'à les apprendre par cœur. On a donc I, you, he, she, it, il, elle. La seule différence, donc, c'est que nous avons le it pour les choses ou les animaux, les lieux, tout ce qui n'est pas humain. Nous avons donc we, you et their. Their. Il ou elle. Their. Nous parlerons de la prononciation dans une des leçons à venir. Donc voilà la première étape, le sujet de ma phrase. Bien, le deuxième élément de notre phrase en anglais, c'est verbs, les verbes. Et les verbes, bien évidemment, sont très importants dans une phrase parce que c'est le verbe qui porte, n'est-ce pas, l'essence même de la phrase, c'est-à-dire ce que je veux exprimer là même, toute sa signification est contenue dans le verbe. Très important, c'est pour ça qu'il est capital d'avoir le bon verbe au bon moment pour exprimer ce que nous désirons exprimer. J'en ai fait donc une sélection de 15, n'est-ce pas, 15 des verbes les plus utilisés en anglais. Je vous invite à en prendre bonne note de ces verbes et de les avoir sous le bout des lèvres. Nous avons speak, parler, go, partir ou aller, eat, manger, drink, boire. Attention à ces deux prononciations. Nous avons walk, walk qui veut dire marcher. Et nous avons work, travailler. Walk, work. Learn, apprendre. Read, lire. Write, écrire. See, voir. Listen, écouter. Give, donner. It's very important to give, to share. Think, penser. Think, c'est pas think. Believe, croire. Et feel, sentir. On peut parler des émotions. I feel bad.
Un second élément très important avec le verbe, c'est la conjugaison. C'est bien de connaître le verbe qui est approprié à la circonstance, mais c'est d'autant plus important de savoir le conjuguer pour que le sens soit clairement exprimé. Et puisque nous débutons, nous n'avons pas besoin de connaître tous les temps verbaux en anglais. Pour l'instant, ça ne sera pas nécessaire, ça sera difficile surtout. J'ai fait une sélection des 5 temps verbaux les plus utilisés en anglais et j'y ai dédié, n'est-ce pas, une vidéo très explicative. Vous avez des exemples pratiques dans des phrases concrètes qui est très intéressant pour la leçon présente. Et voilà, avec des exercices d'application qui vous aideront à comprendre, n'est-ce pas, la conjugaison de ces temps verbaux en contexte. Le lien dans la description. Jetez-y un coup d'œil après la vidéo d'aujourd'hui. Bien, l'objet, parlons-en. Mais avant, ne manquez surtout pas l'exercice d'application qui va suivre juste à la fin de la vidéo. Alors bien, donc parlons donc d'objet. J'ai voulu, n'est-ce pas, revenir, parlons donc de personal pronouns, vous vous souvenez. J'ai dit que nous en avions à la fois pour la forme sujet et la forme objet. Vous vous souvenez donc de la forme sujet. Voilà donc les petits équivalents en objet. Donc I, l'objet, ça sera me, he, him, she, her, it ne change pas. C'est pareil pour you. Bon, je n'ai juste pas répété you pour 2 positions. Et ensuite, on a their, them. Qu'est-ce que ça veut dire donc de façon pratique? Vous vous souvenez de l'exemple que j'ai pris au début de la phrase. Nous voulons ceci pour nous. Nous voulons ceci pour nous. On a nous en français, mais en anglais, on ne dira pas we want this for we, mais plutôt we want this for us. Parce que le nous qui se trouve à cette position en français, ça occupe la position de l'objet. Et donc l'équivalent objet de we, pour dire nous, c'est donc ça qui se trouve où? Je ne l'ai pas mis dans le tableau. Juste après it. Voilà donc we et de ce côté us. Voilà. Donc c'est à cause de cette équivalence donc sujet-objet. C'est à ça que sert ce tableau et ça nous permet donc de comprendre pourquoi est-ce qu'on dit ceci ainsi. C'est pareil pour la deuxième phrase avec un petit bonus en plus. Quand on dit elle parle d'elle-même. Ici ça peut avoir 2 significations en français. Ça peut être elle parle d'elle-même, à savoir de sa propre personne. Ou elle parle d'elle-même, c'est-à-dire de son propre chef. Ce n'est pas au nom de tout le groupe, par exemple. Mais ici, donc, j'ai pris le sens de elle parle d'elle-même, de sa personne. Et on dira donc she talks about herself. Comme ici, on a ce sens de réflexivité. Elle parle d'elle-même. On a donc ces pronoms réflexifs qui sont juste la forme que nous avons en objet pour la plupart. Et on rajoute self. Donc on dira himself, herself, itself. Mais avec le pluriel, donc, c'est pas self, mais plutôt selves. Comme ceci. Après le L, quoi. Pour le pluriel, donc on dira pas également me. Les premières personnes sont des exceptions. Donc de la même manière qu'on ne dit pas myself, on ne dit pas us self. On dit ourselves. Comme ceci. Désolé, il n'y a pas tellement d'espace. Donc on dira ourselves, comme ceci. Donc on utilisera plutôt our, plutôt que us. Voilà. Et ici également, on ajoutera un R. On dira yourself. Et enfin, themselves. Donc, pronom réfléchi. Elle parle d'elle-même. She talks about herself. Je me vois dans un miroir. C'est moi que je vois dans le miroir. Donc, le miroir réfléchit ma personne. Ou du moins, je suis réfléchi dans le miroir. I see myself in the mirror. Je ne vais pas dire I see me in the mirror à cause de ce sens, n'est-ce pas, de réflexivité dans l'action de voir. C'est moi-même que je vois encore. Myself. C'était le bonus donc avec la phrase numéro 2. Et avec la phrase numéro 3, vu que nous sommes en train de parler d'objets, on a la notion d'objet direct et d'objet indirect. C'est ça que j'ai un peu voulu dégager, la syntaxe de cela en anglais. Et on a dans la phrase, nous donnons une opportunité à ces personnes. On a un objet direct et un objet indirect.
dans notre phrase. Direct vient directement après le verbe. En français, nous donnons une opportunité, maintenant à qui? À cette personne. Ce qui n'est pas le cas dans la syntaxe en anglais. En anglais, la meilleure manière de dire cette phrase, il y en a une autre. Maintenant, la meilleure manière de dire cette phrase, c'est en commençant par l'objet indirect et suivre cela par l'objet direct. Ça donne donc « We give these people », qui veut dire à ces personnes. C'est à la fin de la phrase en français, mais c'est juste après le verbe en anglais. « We give these people an opportunity ». Voilà, n'est-ce pas, quelques éléments importants à retenir pour ce qui est donc de l'objet en anglais. Bien, c'est parti pour l'exercice d'application. Comment ça se passe? Vous mettez pause et vous essayez de trouver les bonnes réponses et ensuite on continue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser, mettre les mots en ordre pour former la phrase correcte et exprimer le sens qui est entre parenthèses. Bien, pour la première phrase, qu'est-ce qu'on veut dire? Il nous aime bien. Like, quite, their, us. On va commencer par le sujet qui est donc their pour dire il, their. Ensuite, quite, qui est comme un intensifier. Je n'en ai pas parlé, donc si ça vous a menacé, c'est pas terrible. There, quite. Ensuite, le verbe, like. Et l'objet, us. Like. Donc, voilà comment dire. Ils nous aiment bien. They're quite like us. Pour la deuxième phrase, qu'est-ce qu'on va exprimer? C'est Marie a envoyé une invitation à Peter. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a deux objets. Marie a envoyé quoi? Une invitation à qui? À Peter. Et vous vous souvenez qu'on a dit qu'en anglais, c'est préférable, c'est plus simple de commencer par l'objet indirect juste après le verbe. Qu'est-ce que ça nous donne? Le sujet, donc c'est simple. Marie, Mary. Qu'est-ce qui vient après le sujet? Le verbe, donc sent. L'objet indirect, c'est Peter. Mary sent Peter an invitation. Voilà. Mary sent Peter an invitation. Et pour la dernière phrase, nous voulons exprimer « Nous avons une jolie jeune fille ». On remarque donc que nous avons des adjectifs dans la phrase. Et vous vous souvenez, nous avons parlé de la position des adjectifs. Pour le cas d'espèce ici, c'est « joli » et « jeune ». Alors, comment est-ce que nous allons exprimer ça? Nous commençons par le sujet « nous », à savoir « we ». We, le verbe « have ». Ensuite, on va mettre l'article, pour le cas d'espèce et, article indéfini. We have a beautiful young, jeune, young girl. We have a beautiful young girl. Donc voilà, le décor est planté pour votre maîtrise de la syntaxe en anglais. Je crois par cette vidéo vous avoir donné suffisamment de ressources. Bien sûr, il y a beaucoup de choses dont nous pouvons parler, mais voici finalement les fondamentaux de quoi vraiment commencer du bon pied. C'était donc là pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé. C'est le décor finalement qui est planté pour votre maîtrise de la syntaxe en anglais. Je crois humblement par la vidéo d'aujourd'hui vous avoir donné suffisamment de ressources pour, n'est-ce pas, décoller du bon pied. Alors, vous ne voudrez certainement pas manquer la vidéo, la deuxième leçon. Ça sera une leçon de vocabulaire où nous parlerons donc de everyday words in English, c'est-à-dire les mots de tous les jours, du quotidien, ainsi de suite, de quoi vous donner suffisamment de ressources pour parler de la plupart des choses en anglais de votre quotidien. Eh bien, c'était un énorme plaisir pour moi aujourd'hui. Josimar is my name, and I will catch you in the next video. Goodbye and stay safe. Bonjour chez vous.